Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce troisième webinaire de la semaine consacré à cette prévention du risque suicidaire. Je vous rappelle donc que c'est le troisième rendez-vous de ce cycle de 4 webinaires dont nous terminerons demain, donc qui est organisé par le CK sur cette thématique dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du risque suicidaire. Donc, comme pour les deux premiers, ce webinaire est co-animé avec le docteur Xavier Richoum, référent médical santé mentale chez Ramsay Santé, et c'est une action inscrite au CEPOM du CK, donc financée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors, dans ce troisième opus, nous allons changer un petit peu de focal, si je puis dire, puisque lundi, je vous rappelle très très rapidement, nous avons quelque part posé les bases du sujet qui nous occupe cette semaine. Et puis, nous avons enchaîné mardi avec une étape essentielle, à savoir comment repérer et évaluer le risque suicidaire. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sécurisation de l'environnement. Je n'en dis pas plus car le docteur Richoum va nous exposer plus en détail cette thématique en nous détaillant également le programme des interventions d'aujourd'hui. Donc, juste avant de lui passer la parole, très rapidement, je vous rappelle, surtout n'hésitez pas à utiliser l'onglet soit conversation, soit l'onglet Q&R pour poser vos questions. Et puis, le replay et les supports seront bien entendu mis en ligne sur le site du CK dans les jours qui viennent. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et Docteur Richoum, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Véronique, pour effectivement d'abord cette invitation et cette initiative. Merci aussi à l'ARS d'avoir justement permis et rendu possible l'organisation de cette semaine de webinaire. Hein, on l'a vu, vous l'avez dit. Lundi, on a essayé de comprendre pour pouvoir mieux s'engager sur une politique de prévention du risque suicidaire. On a vu que des politiques zéro suicide, ça existait et ça fonctionnait. On a largement abordé le sujet du repérage et du dépistage avec l'évaluation des besoins individuels des patients. On a eu aussi un éclairage juridique sur un certain nombre de problématiques qui pouvaient survenir quant à la surveillance, quant à l'évaluation justement du risque par les professionnels. On en reparlera un peu aujourd'hui, parce qu'effectivement, le troisième pilier aujourd'hui, c'est la sécurisation des environnements. Pour ça, on va voir un petit peu ce que ça veut dire sécuriser l'environnement des patients et des résidents, parce que c'est vrai que c'est un pilier incontournable dans une politique de prévention du risque suicidaire en établissement justement pour aider à cette sécurisation de l'environnement, ben, il y a un outil qui a été élaboré avec un groupe de travail qui est piloté par le ministère de la Santé. Caroline Bizet, qui a piloté ce groupe, va venir nous présenter justement un outil d'auto-évaluation du risque immobilier et mobilier justement à destination de tous les professionnels de santé, dans quel que soit le type d'établissement. Et puis, parce que c'est bien d'avoir des outils, c'est bien d'avoir une politique de sécurisation et une organisation. Encore faut-il aussi avoir la culture de la sécurisation. Et pour ça, bah, il y a un outil qui a été élaboré sous l'égide en fait de Calva. Calva, c'est une autre structure régionale d'appui à la qualité et sécurité des soins. Celle-ci, comme son nom l'indique, est en Normandie. La coordinatrice de cette structure, c'est Léna Marteau, et c'est Léna Marteau qui va nous présenter un outil qui s'appelle un œil averti, peut sauver une vie. C'est un outil justement de sensibilisation et de formation. Et puis on se gardera, comme à chaque fois, un temps pour répondre à vos questions. Alors, effectivement, la sécurisation de l'environnement et des résidents, c'est un pilier incontournable pour prévenir les actes suicidaires. On l'a vu déjà lors de la lundi, on rappelait un peu
le portrait robot en fait des actes suicidaires en établissement de santé, on a vu que c'était légèrement différent que dans la population générale, avec, on retrouve toujours un contexte pathologique, mais on retrouve aussi des situations cliniques et sociales particulières qui sont souvent des éléments déclencheurs ou en tout cas des éléments favorisants ou prédisposants. On l'a vu mardi, il était important d'évaluer en fait ces personnes en fait à risque, et en fait ces personnes plutôt qui ont des besoins. On a compris hein, que les outils de repérage n'étaient pas forcément les plus performants, mais ils permettaient quand même de pouvoir sensibiliser et surtout mettre en place un certain nombre d'actions. Je ne reviendrai pas sur le sujet, même si j'en reparlerai dans un instant, quand même un tout petit peu. On a vu aussi que bah, la pendaison était le mode opératoire le plus fréquent. En tout cas, c'est celui qui est le plus retrouvé dans l'analyse des signalements des événements indésirables graves associés aux soins. Je rappelle qu'un événement indésirable grave associé aux soins signalé en France sur 5 est un acte suicidaire et qu'effectivement, on va retrouver la pendaison dans plus de la moitié des cas. On va retrouver aussi le saut d'une grande hauteur ou l'utilisation de médicaments, les armes à feu étant quelque chose de très anecdotique, contrairement à la population générale. Ça survient quand? Ça survient plutôt la nuit, c'est-à-dire à un moment où peut-être on a un peu moins de personnel, un peu moins de surveillance, en tout cas continue, disponible. Est-ce que les week-ends et les jours fériés sont significatifs? A priori non, en tout cas pas dans l'analyse des 795 cas pardon, d'actes suicidaires que rapporte la Haute Autorité de Santé. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça touche tout type d'établissement. Ça touche bien sûr le secteur psychiatrique, mais vous avez vu que c'est seulement 6 sur 10. Ça veut dire que 4 actes suicidaires sur 10, donc presque la moitié, ne surviennent en dehors d'un secteur psychiatrique, dont 16%, c'est-à-dire 1 sur 6, qui survient en MCO. Et vous avez vu qu'un nombre non négligeable surviennent aussi dans les EHPAD, peut-être établissements qui sont peut-être moins armés à pouvoir prévenir le risque et encore moins pour le gérer. On l'a vu, la prévention du suicide et des tentatives de suicide en établissement de santé ne peut pas uniquement reposer sur l'évaluation et l'identification d'un risque individuel. En effet, cette évaluation, d'abord, elle est complexe. On l'a vu lundi, on l'a vu mardi. Elle est notamment largement dépendante de la capacité du patient ou du résident à communiquer ouvertement avec le soignant et inversement. Le risque suicidaire, c'est en outre, en plus, un risque qui est multifactoriel, qui rend donc son estimation très difficile. Vous expliquez effectivement Marine Vincentis lundi. Par ailleurs, le risque suicidaire est susceptible de fluctuations rapides tout au cours même d'une journée, ce qui est assez habituel. Euh, Enfin, plusieurs études montrent que l'évaluation du risque suicidaire, même par des professionnels aguerris, peu prédictive de l'occurrence des gestes suicidaires, même à court terme. On l'a vu, il est quand même nécessaire de repérer pour pouvoir évaluer des besoins qui ne sont pas forcément une surveillance. Parce que effectivement, même en ayant identifié une personne en crise suicidaire, il est réellement illusoire de penser que la surveillance continue est suffisante. En effet, cette approche de surveillance se heurte à différents problèmes, notamment le manque fréquent de personnel en établissement, des aspects éthiques de protection de l'intimité et probablement des effets négatifs pour la relation soignant-soigné. En effet, les patients vivent souvent ces mesures comme un manque de confiance et les soignants, inversement, vivent très mal ce rôle de gardien. Ainsi, si la formation correcte et répétée du personnel à l'évaluation de la crise suicidaire et à l'intervention empathique et à une surveillance médicale et paramédicale attentive sont bien entendu indispensables, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais on sait qu'ils vont avoir une action relativement limitée. Et ça ne pourra en tout cas pas suffire du tout à mettre en place une prévention du risque optimal du suicide à tout moment en établissement de soins. Donc, il faut réduire l'accès à un moyen létal avec un moyen reconnu de prévention universelle du suicide. Il y a une idée reçue, on l'a vu lundi, c'est que de penser que limiter l'accès à un moyen suicidaire
n'empêchera jamais quelqu'un de passer en crise, qui passe pardon, en crise, de passer à l'acte, euh, parce qu'il utiliserait un autre moyen. En fait, la réalité, elle est complètement autre. Euh, à l'acmé de la crise suicidaire, l'absence d'accès immédiat à un moyen létal conduit de nombreux sujets à différer en fait leur acte, ce qui augmente les chances de survie. Cette sécurisation repose donc sur la sécurisation des locaux, mais aussi du mobilier qui peut s'avérer être dangereux pour les patients ou les résidents. Elle passe aussi par la sécurisation des effets personnels. Nous l'avons évoqué lundi, c'était Marine Vincenti qui l'évoquait, et puis j'ai repris ensuite le flambeau sur les politiques de réduction drastique des actes suicidaires en établissement. On a vu qu'il y en avait qui étaient très efficaces. Une des plus efficaces, ça reste la démarche qui a été mise en œuvre par les hôpitaux des vétérans américains, parce qu'en effet, ils ont pu diminuer de près de 83% le nombre d'actes suicidaires, et ça de façon durable, puisque ça dure depuis près de 10 ans. Cette politique repose sur plusieurs piliers, dont la mise en œuvre d'outils de dépistage et de repérage de masse. Vous voyez, il y a quand même du dépistage, du repérage, un accès facilité aux premiers soins, donc voilà, effectivement, l'importance des soins émotionnels notamment, mais aussi et surtout la sécurisation de l'environnement des patients. Des études, et notamment leurs études des hôpitaux et des vétérans américains, dont on voit ici un des résultats, ont démontré que la sécurisation des locaux et du mobilier réduit de manière drastique le nombre de suicides. En effet, un large audit des moyens utilisés par les patients pour se suicider dans leur établissement a permis, vous le voyez, c'est la première colonne, permis d'identifier, par exemple, que le moyen le plus fréquent utilisé était la pendaison, ce que, effectivement, on avait identifié dans les analyses des actes suicidaires en France aussi. C'est suivi par par les coupures en utilisant un objet tranchant et puis la strangulation. Et puis on voit, vous voyez, dans l'ordre d'autres moyens utilisés. Quand on regarde le type de lien utilisé en cas de pendaison, le type d'accroche, ou en regardant les objets utilisés en cas de coupure, eh bien, les équipes des hôpitaux des vétérans américains ont pu identifier donc des zones de risque, des locaux à risque, des mobiliers à risque, et donc procéder ainsi à la sécurisation des locaux et ou du mobilier, ce qui a conduit à ce risque quasi nul de suicide. En tout cas, ce nombre quasi nul de suicides. Euh, il est intéressant aussi de noter, et c'est ça aussi qui est important, hein, je vous disais depuis 10 ans, que cet effet préventif s'est avéré persistant. Et ça, vraiment à distance des actions de sécurisation. Les actions de sécurisation ont eu lieu il y a une dizaine d'années, elles continuent à se maintenir, et c'est assez intéressant, c'est que le bénéfice ne semble absolument pas lié à un effet aigu de mobilisation au moment où on a mis en place ces actions de sécurisation, mais la sécurisation des locaux et du mobilier a nécessité bien sûr un investissement initial conséquent, mais avec des effets qui vont persister dans le temps. Donc ça veut dire que c'est vraiment un investissement qui va vraiment durer, et c'est ça qui est intéressant. Ça ne va pas être juste du one shot. Soulignons aussi que ces mesures de sécurisation contribuent aussi à en fait, prévenir d'autres risques, notamment les accidents, notamment en termes de chute, puisqu'en fait, on va voir que la sécurisation de l'environnement va aussi avoir un impact aussi sur la prévention des chutes, et puis aussi les agressions, puisque effectivement, on va retrouver, surtout en santé mentale, eh bien, des troubles du comportement qui sont assez fréquents. Et donc, si on a ensuite un mobilier qui est sécurisé, ça peut être intéressant. Comment, en fait, ils ont fait? Ben, ils ont mis en place une checklist de sécurisation de l'environnement du patient et du résident avec une checklist qui va aller regarder l'environnement, le mobilier, l'immobilier de façon générale, et puis ensuite, pièce par pièce, eh bien, ils vont aller checker pour voir si effectivement on identifie des situations à risque et donc pouvoir proposer des actions. Et ça, on s'est dit, bah, ça marche, et donc pourquoi pas en France? Et donc ça, je laisserai Caroline Bizet en parler tout à l'heure. Le travail qui a été fait dans l'axe 4 de la feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents, bah, ça a été un des travaux, ça a été de traduire justement cette checklist. Sauf qu'en fait,
traduire cette checklist, c'est pas juste mettre la checklist un Google Translator ou dans un DeepL quelconque, c'est-à-dire un outil même très puissant de traduction. C'est pas juste traduire en langue française, il va falloir traduire aussi en culture française et traduire en normes françaises. Mais là aussi, on vous en parlera dans un instant. C'est aussi rendre accessible cette checklist à tous. Ça ne doit pas être l'affaire de qualiticiens. On l'a vu lundi, la sécurité dans l'établissement, la prévention du risque suicidaire, c'est l'affaire de tous, c'est du collectif. Donc, il va falloir rendre collectif, accessible à l'ensemble, donc au collectif, cette checklist. D'où effectivement un document qui sera, alors permettez-moi effectivement ce terme, ce symbole qui ne peut peut-être pas dire grand-chose pour vous, ATAWAD, qui veut dire Anytime, Anywhere, Any Device. Ça veut dire que ça doit être un outil qui doit pouvoir être disponible à tout moment, n'importe où, et sur n'importe quel type de support. Et puis enfin, c'est bien d'avoir une cartographie, mais vous le savez, pour les qualiticiens, vous le savez encore plus que moi, il va falloir rendre lisibles les conclusions pour pouvoir mettre en place des actions. Faire une cartographie, ça ne sert qu'à piloter effectivement ensuite des actions, et donc comment on va prioriser un petit peu les actions. Je passe assez rapidement, puisque ça va vous être présenté dans un instant de façon beaucoup plus détaillée. Mais effectivement, la checklist, en français, eh bien, elle va permettre d'aller regarder les murs, les fenêtres, les placards, toutes les pièces. Je reviendrai dessus. Vous verrez que on va aussi y mettre un outil de priorisation pour pouvoir le rendre plus lisible. Ça, c'est la version 1 de la traduction. Ça a été la version de travail. Je laisserai Caroline Bizet vous présenter la version finale qui n'a plus rien à voir avec cet outil-là. On est d'accord qu'un tableau Excel n'a rien de très atawad, comme je disais tout à l'heure, de tout à fait disponible. C'est pas facile d'aller travailler sur un tableau Excel au sein même d'une chambre ou d'une salle à manger. Ce qu'on va retenir surtout, c'est que la sécurisation de l'environnement du patient vis-à-vis du risque suicidaire en établissement de soins repose sur une série d'actions qui doivent être coordonnées, impliquant le personnel soignant et les services administratifs de l'établissement. C'est d'abord une auto-évaluation quasi exhaustive de la sécurité de l'ensemble des lieux de soins. Ça inclut les chambres, ça inclut les salles de bain, les salles collectives, tous les lieux collectifs, et puis l'accès, bien sûr, aux postes de soins. C'est une auto-évaluation qui peut utiliser une checklist, c'est le plus simple. Il y a une checklist pour évaluer de façon globale et pouvoir proposer des actions de sécurisation. Et puis, on peut imaginer aussi une checklist qui elle peut être utilisée au coup par coup à chaque fois qu'un nouveau patient rentre dans le fameux tour de chambre. Le tour de chambre, c'est pas juste faire la chambre pour voir si les lits est correctement bordé, c'est bien faire le tour de la chambre pour s'assurer qu'il n'y a pas de situation anormale qui pourrait mettre en danger le patient, le résident ou d'autres patients résidents, voire des professionnels. Ça veut dire qu'une fois qu'on a évalué, on va devoir aussi faire des travaux de sécurisation. Et ça, l'idée de l'outil tel qu'on l'a imaginé, ben, c'était justement de pouvoir prioriser aussi ces travaux. Et puis, ben, comme on est effectivement dans une démarche qualité, hein, la fameuse route d'Eming, ben, ça veut dire qu'il va falloir réévaluer et réévaluer régulièrement. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand on utilise toujours le même outil. Alors, sécuriser, ça ne veut pas dire bunkeriser. Sécuriser, ça veut dire qu'effectivement, on va essayer d'avoir un environnement adapté et sécurisé. Ça veut dire que la conception et l'aménagement des espaces de soins doivent intégrer des mesures de sécurité spécifiques, ça c'est normal, pour prévenir les actes de suicide. Ça inclut l'élimination, en fait, surtout de points d'ancrage pour se pendre. On l'a vu, c'est la majorité des suicides se font par pendaison. Donc, si on enlève l'accès à la possibilité de se pendre, eh bien, on va réduire de façon drastique le nombre de pendaisons.
C'est l'utilisation de fenêtres aussi incassables, de serrures de portes sécurisées qui permettent un accès rapide en cas d'urgence, puisqu'effectivement, les patients ont le droit de s'enfermer dans leur chambre, mais il faut que les soignants puissent quand même, de toute manière, pouvoir intervenir facilement, rapidement, et ça, tout en préservant la confidentialité et la dignité du patient. Il faut effectivement du mobilier spécifique qui doit être choisi avec soin pour éviter les blessures ou l'utilisation de ce mobilier dans un acte suicidaire. Donc, on a des meubles qui sont robustes, mais je dirais comme on a toujours eu, avec des caractéristiques telles que les arêtes sont arrondies, des matériaux sont moins difficilement destructibles, et puis des caractéristiques qui d'ailleurs préviennent non seulement, je le disais, les actes suicidaires, mais on voit que ça réduit aussi les risques d'accident et limite les possibilités pour les agressions. Et donc, du coup, on a bien un environnement qui va être sécuritaire sans être bunkerisé. Bien sûr, on va respecter aussi les normes de sécurité en termes d'hygiène, en termes d'évacuation, en termes d'incendie, etc. Et bien sûr, la dignité du patient. Là, je vous ai mis, par exemple, pour illustrer, vous voyez, un jardin thérapeutique. Vous voyez que ce jardin thérapeutique, il respecte toutes les normes de sécurité et pourtant, on peut faire quelque chose de beau, comme là, l'image de droite, c'est un poste de soins ou un salon d'accueil des familles en bas. Donc, on peut arriver à construire des choses qui peuvent être en même temps aussi belles. Hein, comme disait mon ami le professeur Marcel Ruffo, le beau soigne. Et effectivement, on peut arriver à faire du beau tout en étant sécurisé et sans être bunkerisé. Voilà encore un autre exemple d'une chambre de patient ou de résident. Là, c'était effectivement dans un EHPAD, mais qui est un EHPAD, je crois, des vétérans, justement, des hôpitaux des vétérans américains. Et vous voyez que l'EHPAD, c'est un joli lieu de vie avec une salle de bain qui, elle aussi, est sécurisée. Hein, la paume de bouche, alors certains pourront me dire que la paume de douche et le fixe flexible peuvent être des points. En fait, ils se détachent parce qu'ils ne soutiennent pas le poids d'un humain. On voit aussi que, et ça, dans les hôpitaux des vétérans américains, on construit, d'ailleurs aussi, on proposé un guide pour aider les architectes, parce que ça aussi, c'est intéressant, les conducteurs de travaux, pour choisir des mobiliers qui sont justement sécurisés. Et vous voyez que ces mobiliers peuvent être assez jolis. On voit que les portes, des portes biseautées, voilà, ça peut être quelque chose aussi de joli, tout en étant sécurisé. Il y a une autre partie aussi qui est celle de la gestion des effets personnels, puisqu'effectivement, la sécurisation de l'environnement se conçoit pas sans la mise en place de procédures systématiques d'inventaire des affaires apportées à l'hôpital par le patient à son entrée, ou à son retour de permission, ou apportées par l'entourage. L'importance de l'inventaire pour la sécurité et des patients pour la sécurité des autres patients aussi des soignants, doit donc être expliqué aux patients en termes compréhensibles, tout en répondant de manière adaptée à ces interrogations, ces freins et ces demandes. Et c'est là où effectivement on va être peut-être dans un niveau, peut-être un équilibre, pardon, un exercice un peu d'équilibriste, comme nous le rappelait Laure Vergès-Sonta lors du dernier séminaire. En effet, la question par exemple, de la fouille. Est-ce qu'on a le droit de fouiller ou pas de fouiller? En fait, pour y répondre, Laure Vergès-Sontin nous a apporté des éléments de compréhension. En fait, il existe bien une obligation de sécurité à la charge des établissements et des professionnels de santé qui doivent tout mettre en œuvre pour protéger les patients. Il s'agit, et ça c'est important de le rappeler, d'une obligation de moyens et non de résultats, et de son intensité va varier en fonction du profil et du statut des patients, des personnes accueillies dans chaque service. Ça signifie en fait, en pratique juridiquement, que le juge ne considère pas systématiquement fautif un établissement à chaque fois qu'un dommage est subi par un patient suite à l'intrusion d'un objet de l'extérieur. Ça signifie par contre qu'il va en revanche examiner si, et ça il va le faire a posteriori, si compte tenu des circonstances, le service a usé de moyens adaptés et proportionnés pour éviter la survenance du dommage. Concrètement, ça suppose qu'une organisation réglementaire a été mise en place
dans chaque service et elle est suffisamment précise pour permettre au personnel de contrôler les effets à chaque fois que les circonstances l'imposent. N'oublions pas aussi que on peut aussi soumettre l'ensemble des patients aux mêmes obligations. En fait, on ne peut pas le faire. Non, pardon, je dis une bêtise. On ne peut pas en fait soumettre l'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut, et Laure Vergès-Sontin nous l'a bien rappelé, ça doit être adapté et proportionné, ça ne peut pas être systématique. Vous ne pouvez pas dire le lundi, je fais une fouille ou on va voir qu'on ne va pas l'appeler fouille, on va l'appeler inventaire de tous les patients et de toutes les chambres. On va le faire de façon, encore une fois, adaptée et proportionnée. Autrement dit, en fait, il s'agit d'une fouille, mais qui ne dit pas son nom. En pratique, il faut déployer en fait des trésors un peu d'imagination pour organiser le contrôle efficace et pertinent des effets personnels des patients, tout en respectant les limites de la loi. En effet, depuis longtemps, les juges, on l'a dit, insistent sur le fait que la fouille des patients est interdite. La fouille est autorisée par le législateur uniquement dans une dimension pénale, donc très proche du droit de la perquisition. Donc, seul un officier de police judiciaire peut procéder à ce type d'acte et uniquement en cas d'enquête en flagrance ou en cas d'enquête préliminaire ou sous commission rogatoire. Autrement dit, ça risque pas d'arriver dans nos établissements. La fouille intime, en plus, elle sera, si effectivement on imagine que le patient ou le résident a caché de façon intime des objets dangereux ou des substances dangereuses, elle ne pourra être faite que par un médecin et dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Autrement dit, on va oublier la fouille. De la même manière, les palpations de sécurité sont strictement encadrées par le droit et sont réservées à certaines professions, les forces de l'ordre, les agents de sécurité notamment, et à certaines situations qui sont codifiées par le Code de la sécurité intérieure. Donc, comment faire? En fait, il va surtout être important, on va parler surtout de vocabulaire. On va proscrire les termes de fouille et de palpation du vocabulaire hospitalier. Dans vos règlements intérieurs, dans vos procédures, vous ne pouvez pas parler de fouille, vous ne pouvez pas parler de palpation de sécurité. Par contre, euh, vous allez pouvoir parler d'inventaire, parce que l'inventaire, lui, est dépourvu de toute fonction judiciaire et il peut avoir lieu avec normalement l'assentiment du patient, mais on va voir que dans certaines conditions, même si le patient n'est pas d'accord ou le résident n'est pas d'accord, si on estime que la situation est suffisamment dangereuse pour lui, vous êtes donc amené et autorisé à faire cet inventaire. Parce qu'effectivement, le directeur a aussi un rôle puisque il ne peut pas rester inactif face au risque d'intrusion d'objets dangereux dans les services. Pour ce faire, tout comme en fait tout chef de service, il dispose d'un pouvoir de police administrative, ce qui lui permet d'être responsable du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité de l'établissement. Pour exercer cette fonction, il est donc habilité et même dans l'obligation de prendre des mesures adaptées et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes hospitalisées ou des personnes accompagnées, des professionnels et des visiteurs. Mais ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Ça veut dire qu'effectivement, on va pouvoir faire des inventaires réguliers qui ressembleront étrangement quand même à une fouille, mais ça reste un inventaire. Pour ça, ça veut dire que pour pouvoir le faire, il faut remplir trois conditions. Un, il faut que ce soit mis dans un règlement intérieur de l'établissement où dedans, on va prévoir dans ce règlement des dispositions permettant de procéder à tout moment à l'inventaire des effets personnels des patients. Et donc, on va faire attention à la rédaction, à chaque mot, effectivement, qui vont être mis qui vont permettre de pouvoir garantir ça. On va aussi établir une liste des catégories d'objets personnels non autorisés dans le service.
En effet, alors on va pas faire une liste exhaustive hein, de tous les produits interdits, on va juste mettre des catégories, et puis ces catégories, ben, régulièrement, au regard des événements indésirables que vous pourrez avoir, au regard du nombre d'actes suicidaires qui malgré tout persisteront, en tout cas surtout au début, parce que les actions de sécurisation ne font pas diminuer le nombre de suicides du jour au lendemain, ça prend toujours un peu de temps. Eh bien, en attendant, à chaque fois que vous aurez un acte suicidaire, eh bien, vous regarderez de nouveau les moyens utilisés et vous regarderez si effectivement ces moyens peuvent être prévenus par justement un inventaire supplémentaire et donc rajouter cette catégorie d'objets si elle n'était pas en fait déjà dans votre catégorie. Donc ça veut dire effectivement des mises à jour qui sont régulières. Et puis enfin, il est souhaitable d'inviter les visiteurs à signaler au personnel, aux professionnels de l'établissement la remise de denrées ou d'objets à la personne visitée. Il y a même des établissements hein, qui d'ailleurs en font un passage obligé pour juste s'assurer que de façon non intentionnelle, des familles puissent apporter des objets qui pourraient devenir dangereux et servir de moyen létal pour la personne qui a été visitée. Donc voilà, en fait, un panorama un peu de tout ce que on peut essayer de faire pour sécuriser l'environnement. Vous l'avez compris, c'est un pilier indispensable dans la politique de prévention du risque suicidaire. Je ne sais pas s'il y a des questions ou peut-être on pourra peut-être, je vous propose qu'on fasse peut-être toutes les questions un peu à la fin, en tout cas, ou au moins après l'intervention de Caroline Bizet, puisque effectivement Caroline Bizet, qui est chef de projet au bureau qualité parcours usagers, dans la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital au ministère de la Santé. Caroline a piloté, pilote beaucoup de projets, mais effectivement déjà un groupe de travail, j'ai la chance de pouvoir participer sur la prévention du risque suicidaire, et c'est pour ça, vous l'avez entendu lundi, pour ceux qui étaient là lundi, elle nous a présenté la feuille de route nationale pour la sécurité des patients, et là, effectivement, vient nous présenter justement à des travaux pratiques de ce groupe de travail, de cette feuille de route. C'est un outil d'auto-évaluation du risque immobilier et mobilier. Mais sans plus attendre, je laisse la parole, j'arrête mon partage et je laisse la parole à Caroline. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à venir vous présenter effectivement une des actions portées par la DGOS dans le cadre de la feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents sur la prévention du risque suicidaire en établissement. Je vais vous présenter cette action. J'en avais déjà parlé en début de semaine. Il s'agit sur la feuille de route d'une feuille de route qui vise à renforcer la culture sécurité dans l'ensemble du système de santé et qui vise à réduire la survenue des événements indésirables associés aux soins qu'on sait pour une majeure partie évitables. Et ce programme d'action, on le décline depuis 2023 avec un ensemble de partenaires impliqués dans la sécurité des soins, comme la Direction générale de la santé, la HAS, la FORAP, les ARS, bien sûr, les structures régionales d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients. Et donc, elle est composée de 26 actions prioritaires. Et l'une d'entre elles porte sur la prévention du suicide en établissement. Dans l'axe 4, il s'agit de l'action 4. Je l'avais présenté au cours du webinaire de lundi. C'est une action qui a été effectivement identifiée comme prioritaire puisque ça fait partie des événements indésirables graves associés aux soins qui sont le plus déclarés dans le portail national de signalement. C'est un enjeu majeur pour nous d'agir sur ce sujet.
Donc, cette action prévention du suicide en établissement s'inscrit totalement dans ce qui est conduit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide, qui est pilotée par la Direction générale de la santé. Et on avait identifié un certain nombre d'axes de travail. Donc ça, dans cette diapo, vous avez les 4 grands axes de l'action 4 qui permettent d'agir à la fois sur l'environnement, les pratiques des professionnels et l'organisation collective autour de la prévention du risque suicidaire en établissement. Et donc, je vais vous présenter, comme ça a été dit, le premier axe de travail qui avait pour objectif d'aider les établissements et l'ensemble des structures à sécuriser leur environnement de soins, qu'il s'agisse des éléments immobiliers ou du mobilier. Et donc pour cela, on a élaboré avec un groupe de travail un outil d'auto-évaluation. Il est en ligne depuis le 27 janvier dernier et il est proposé à tout type d'établissement ou à tout type de structure, que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social, hein, puisqu'on sait qu'il y a des actes suicidaires qui se produisent notamment en EHPAD. Et cet outil, il va permettre aux équipes, aux professionnels d'identifier les points à risque dans leur environnement afin de construire un plan de sécurisation de l'établissement adapté. Alors, ça a été dit, effectivement, ces événements ou ces actes suicidaires se passent dans tout type d'établissement. Donc, cet outil, il souhaite aussi prendre en compte cela et donc il s'adresse aux établissements de santé mentale, bien sûr, mais aussi aux établissements MCO, aux établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Cet outil, il doit relever d'une démarche volontaire de ces établissements ou de ces structures qui souhaitent mettre en place une politique interne de prévention du suicide, puisque cet outil n'a pas de valeur normative, hein, c'est pas des recommandations qui vont être opposables. Vraiment, c'est un outil d'amélioration des pratiques et des organisations. Donc, ça a été dit, on n'est pas parti de zéro. On a été fortement inspiré de l'outil pionnier utilisé par les hôpitaux des vétérans américains, donc qui est aussi une checklist qui a permis en fait de montrer l'efficacité en matière de réduction des suicides en établissement, en évaluant justement les risques environnementaux. Et donc, cet outil américain a été adapté par ce groupe de travail national, donc, qui était animé par la DGOS et qui était composé notamment du GEPS, hein, la société savante sur la prévention du suicide, la Haute Autorité de Santé, la Direction générale de la santé, des ARS, la FORAP, et notamment Monsieur Richomme était membre de ce groupe de travail. La conférence des présidents de CME de centres hospitaliers de santé mentale et des experts de terrain et d'autres établissements qui aussi ont testé la grille. Donc, en fait, cette grille, elle a été aussi relue par le réseau des experts immobiliers de la NAP pour qu'on puisse s'assurer de la cohérence avec la réglementation française, toutes les exigences techniques, les contraintes architecturales des établissements. Et elle a été réajustée à partir de retours d'expérience d'établissements qui avaient été confrontés à des passages à l'acte et aussi à partir des données disponibles dans le portail national de signalement des événements indésirables graves associés aux soins, puisqu'on a à peu près 130 actes suicidaires qui sont déclarés par an sur ce portail national. Et donc, ça a permis de réajuster cette grille au réel, notamment par rapport aux moyens létaux qui étaient utilisés lors des actes suicidaires qui avaient été déclarés et d'analyser les éléments issus de l'environnement qui avaient contribué donc à ces passages à l'acte. Et bien sûr, tout se fait, comme je l'ai dit, de façon intégrée avec la dynamique nationale autour de la prévention du suicide, à la fois la stratégie nationale et bien sûr en lien avec les éléments d'évaluation du référentiel de certification des établissements de santé portés par la HAS.
Alors, cet outil, on l'a souhaité le plus simple possible pour tous les professionnels, le plus facile à utiliser, le plus visuel. Donc, c'est un outil assez pratique. C'est un format de type formulaire Forms. Et donc, il peut être utilisé sur n'importe quel support. Ça a été dit, c'était important dans les tests qu'on a réalisés, hein. Le format Excel n'était pas très, très souple. Donc, il peut être utilisé sur une tablette, un PC ou un smartphone. Il fonctionne en fait comme un questionnaire, une sorte de checklist aussi, qui va permettre de faire un véritable audit en fait de tous les éléments immobiliers et mobiliers de la structure, en faisant le tour de toutes les pièces, de tous les espaces. Donc il y a à peu près sept grilles par type de pièces qui sont disponibles, et on peut aussi élaborer sa propre grille en fonction de ses locaux. Donc, on a la chambre, par exemple, la chambre d'isolement, toilette, salle de bain, couloir, salle de soins, la salle à manger, etc. Et donc, on peut finalement checker un petit peu tous les points à risque et repérer donc ces éléments voilà, dans chaque pièce. Ça peut être sur les fenêtres, ça peut être sur tous les éléments du mobilier. Voilà, donc c'est assez complet. Et l'idée, ce qu'on voulait, c'est que les professionnels puissent l'utiliser de manière pluriprofessionnelle, hein, avec à la fois des représentants de la direction, donc notamment des responsables travaux, des représentants des équipes qualité pour l'aspect évaluation, audit et puis plan d'action. Et puis, bien sûr, avec les soignants qui connaissent bien donc, les points à risque qu'ils ont peut-être déjà identifiés dans leurs unités. On voulait aussi qu'ils puissent être utilisés par tout type de secteur d'activité, hein, que ce soit les services de psychiatrie, mais les services de court ou long séjour, les EHPAD. Donc vraiment, il permet vraiment d'être assez exhaustif pour pouvoir s'adapter à chaque type de structure. Et bien sûr, les établissements pourront aussi l'adapter en fonction des patients ou des résidents qu'ils accueillent et qu'ils prennent en charge. On a aussi souhaité accompagner donc cet outil d'un guide d'instruction ou d'un guide d'utilisation. Il est disponible aussi sur le site internet du ministère, et donc on l'a diffusé depuis le 27 janvier voilà, sur notre site. Et il est donc aussi accompagné de l'outil de formation interactif qui va vous être présenté juste après, qui a été élaboré par la structure régionale d'appui Calva et qui s'appelle Un œil averti peut sauver une vie. Donc voilà, la finalité, c'est vraiment qu'on puisse aboutir à une culture de prévention du suicide en établissement et qu'elle soit davantage partagée. Donc, euh, la réalisation en fait de cet audit ou de cette auto-évaluation va reposer bien sûr sur la conduite de visites internes, hein, dans l'ensemble des locaux et dans tous les secteurs de l'établissement. Et donc, comme je vous le disais, on a souhaité que ce soit des audits internes qui soient réalisés le plus possible en pluriprofessionnel. Donc avec les équipes soignantes qui vont bien sûr avoir une connaissance du quotidien des patients et des situations à risque, avec les services techniques pour l'analyse des aspects matériels, architecturaux et réglementaires, et qui vont pouvoir aussi définir les plans de travaux nécessaires pour réajuster les points critiques identifiés, et puis avec les directions qualité pour le pilotage de la démarche et le suivi des actions. Donc concrètement, la grille, elle évalue tous les espaces de soins, tous les espaces de vie. Comme je vous l'ai dit, elle est catégorisée par pièce. Et donc tous les éléments immobiliers et immobiliers sont finalement à évaluer. Le sol, les sols, les murs, les plafonds, les portes, les fenêtres, les meubles, les placards, les étagères, les penderies. Donc c'est assez exhaustif. On a évalué à l'utilisation de cet outil à entre 2 et 4 heures par unité, hein, en fonction de la dimension de l'unité, bien sûr.
Et puis, à chaque item est associé, ça a été dit aussi par Xavier, un niveau de risque, donc qui va permettre de hiérarchiser les éléments sur lesquels on estime qu'il y a un enjeu de sécurité incontournable, qui est souvent basé sur la réglementation. Ensuite, on a un niveau plutôt recommandé, un item où on sait que c'est des bonnes pratiques, donc c'est fortement conseillé. Et puis, un autre niveau de risque qu'on a estimé comme excellent. Donc là, c'est vraiment si on souhaite un niveau optimal de sécurisation. Et donc, ce niveau optimal a été inspiré des expériences réussies zéro suicide qui ont été mentionnées précédemment. Et donc, ces niveaux de risque, plus tous les items, ça va permettre aux établissements de prioriser les actions correctives. Donc, le plan d'action, il est à la main des établissements, hein. Et puis donc, en fonction de cette priorité d'action, il y aura ou pas des réajustements déclenchés. Mais il faut savoir que, au regard des tests qui ont été réalisés, toutes les actions ne sont pas forcément coûteuses. Donc ça, c'est important de le dire. C'est ce qu'on a constaté vraiment avec les établissements pilotes qui ont utilisé l'outil. Ça peut être par exemple le retrait d'un point d'accroche, la réadaptation d'un mobilier dans une chambre. Donc voilà, après, forcément, il y a peut-être des actions qui seront à financer par un plan de travaux, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi une hiérarchisation à faire dans le plan d'action qui va être déclenché. Donc là, je vous ai mis un extrait du formulaire Forms. Donc à gauche, vous avez voilà, en fait, le visuel sur un des items qui sera à auditer. Donc là, on est par exemple dans la pièce chambre, donc dans la section sol, et on a l'item sur est-ce que les bouches d'aération sont sécurisées pour éviter qu'elles puissent servir à une ligature. Donc on va regarder ça dans la pièce et on va mettre est-ce que c'est fait, pas fait ou c'est non applicable. Et on a aussi donc accompagné chaque item d'un guide d'aide au remplissage qui va préciser les attendus et pourquoi c'est important finalement d'évaluer ce point à risque. Et donc, au fur et à mesure du remplissage de cette grille par pièce, on vient alimenter finalement une base de données, un petit tableur Excel, et les établissements pourront voir voilà, finalement ce qui a été déjà sécurisé, ce qui n'est pas fait. Et en fonction du niveau de risque identifié par là une pastille que vous avez rouge, orange ou jaune, ils vont pouvoir en face identifier des actions correctives dans leur plan de sécurisation. Donc, comme je vous le disais, cette grille d'auto-évaluation, elle est en ligne depuis le 27 janvier sur le site internet du ministère. Donc, je vous ai mis le lien sur la diapositive, mais il va vous être transmis aussi dans le chat. Là, c'est une première version de cet outil, hein. La démarche est ouverte aux établissements, aux structures volontaires qui souhaitent l'utiliser et partager leur retour d'expérience, hein, tout type de secteur confondu. Le groupe de travail a souhaité poursuivre donc finalement à partir de ces retours d'expérience qu'on aura compilés et identifier les bonnes pratiques. Il y en a déjà eu quelques-unes qui ont été citées précédemment. Et l'idée, c'est de diffuser très largement ces réussites en termes de prévention du suicide en établissement pour avoir une base de données assez importante. Et puis, l'objectif aussi du groupe de travail, ça va être de réviser périodiquement cet outil au regard, bien sûr, des remontées, des données qui seront issues de la base nationale de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. Et donc, il y a quelques ARS qui vont nous aider à identifier, voilà, au regard de ces données qui seront remontées, les éléments liés à l'environnement de soins, au mobilier et à l'immobilier. Donc, on réajustera, enfin, il est prévu de réajuster cette grille assez régulièrement. Voilà. Je maintiens à votre disposition si vous avez des questions et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Caroline. C'était effectivement, moi je trouve ça
ultra enthousiasmant, parce que c'est un outil sur lequel, d'abord, on l'avait rêvé avec Monsieur Joland, et vous l'avez réalisé, et ben, on est ravis. C'est vraiment un outil, on l'a vu, j'ai la chance de pouvoir d'avoir testé, de l'avoir fait tester sur quelques établissements déjà. Les retours sont excellents, parce qu'effectivement, c'est un outil qui est pratique. On est parti du principe que ben, nos soignants, on n'arrive pas à leur retirer leur portable. On sait qu'ils ne devraient pas avoir leur portable. Ben là, on s'est dit, ben, on va utiliser leur téléphone portable justement pour ça, puisqu'ils l'ont dans la poche. Et l'idée, c'est qu'effectivement, de façon collective, on puisse contribuer à la sécurisation de l'environnement. Et comme vous l'avez dit, et merci de l'avoir rappelé, c'est des actions qui ne sont pas forcément onéreuses du tout, du tout, du tout. Effectivement, retirer une patère ou faire en sorte que les patères ne tiennent pas le poids d'un homme, c'est-à-dire arrêter de mettre des vis qui font 20 cm de profondeur et donc qui font qu'on peut on peut accrocher 3 personnes à une patère, bah, c'est déjà des éléments simples à mettre en œuvre et qui coûtent pas d'argent. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Et puis effectivement, après, il y a des plans qui peuvent se mettre. L'idée, encore une fois, hein, c'est pas de sécuriser du tout l'environnement, dans le sens où je dois le bunkeriser et je dois avoir tout fait du jour au lendemain. C'est déjà de prendre conscience que nos environnements sont à risque et ensuite bah, de corriger. Parce que là, on est vraiment complètement dans la gestion du risque. Véronique, est-ce qu'on prend les questions maintenant ou est-ce qu'on va plutôt laisser la parole à Léna Marteau? Comme ça, vous aurez la totalité, puisque effectivement, Caroline Bizet vous a annoncé qu'il y avait effectivement aussi et ça fait le lien avec l'outil, hein, puisqu'il va falloir aussi développer une culture. Il y a un outil effectivement spécifique qui est de sensibilisation et de formation qui a été élaboré avec Calva. Et donc, je propose de laisser la parole à Léna Marteau, qui est la coordinatrice de Calva et qui a élaboré, lorsque j'étais aussi coordinateur à l'époque en Normandie, voilà, on a eu la possibilité de pouvoir construire cet outil, mais je laisse la parole à Léna. Merci Xavier. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça a l'air, je le vois moi. Bonjour à toutes et tous et merci au CK pour l'invitation à présenter cet outil donc, développé par Calva intitulé Un œil averti peut sauver une vie. Dans le cadre de la thématique de travail de notre réseau sur la prévention des actes suicidaires en établissement, Calva a collaboré avec 2 structures de soins de la région, à savoir le PSM de Caen et son responsable qualité Nicolas Kins, et la clinique SMR initiée à Côte-Normande avec la neuropsychologue Hélène Houssin-Poussier. Donc, cette collaboration avait pour but de produire un outil de sensibilisation interactif en ligne à destination de l'ensemble des professionnels, des établissements de santé et des ESSMS. Nous souhaitions produire un outil qui soit, si ce n'est ludique, car le mot est un peu fort lorsque l'on traite d'un tel sujet, mais dans tous les cas moins formel que la grille d'audit qui vient de vous être présentée et donc adaptée à toute catégorie professionnelle. L'idée était de réutiliser le même principe d'outils destinés à la prévention des chutes qui avait vu le jour en 2023 en Normandie et qui avait reçu un bon accueil des établissements. Ce principe, c'est celui d'une chambre des erreurs numériques qui permet la visite virtuelle de différents espaces d'un établissement fictif au sein duquel des erreurs ont été mises en scène. Et ici, il s'agissait d'éléments immobiliers, mobiliers, ainsi que d'effets personnels potentiellement dangereux. Charge alors aux utilisateurs de ce jeu sérieux d'identifier ces erreurs au cours de la visite de l'établissement. Plusieurs bonnes pratiques et dispositifs de sécurisation ont aussi été placés afin de rendre le parcours plus instructif et faire se rendre compte aux joueurs qu'ils ont eux aussi déjà des choses en place chez eux pour prévenir le risque de suicide. Donc, pour choisir ces erreurs et bonnes pratiques, nous nous sommes basés sur l'expérience des membres du groupe de travail, bien sûr, avec la chance d'avoir à ce moment-là parmi nous Xavier en tant que conseiller médical à la direction santé mentale du groupe Ramsey Santé, en plus d'être coordinateur médical de Calva, qui avait accès à une base de signalement des événements indésirables plutôt étoffée. Nous avons aussi utilisé le rapport HAS analysant les actes suicidaires en établissement entre 2017 et 2021 et les actes suicidaires signalés à l'ARS Normandie entre 2021 et 2024.
Tout cela a été croisé avec la grille d'audit immobilier des hôpitaux des vétérans américains qui est donc maintenant rendue disponible en français et déployée par le ministère. Et également, nous avions eu accès au contenu d'un atelier chambre des erreurs imaginé par la clinique d'Yvelines. Donc, notre groupe de travail a fait une sélection des éléments qu'il souhaitait retrouver dans l'outil sur la base de la fréquence des moyens employés dans les gestes suicidaires et aussi de petites choses auxquelles on ne pense pas et sur lesquelles on souhaitait attirer l'attention des utilisateurs. Le but n'était pas d'être exhaustif, comme peut l'être la grille d'audit notamment. Donc, nous sommes allés prendre des photos dans plusieurs établissements en Normandie, enfin en Normandie et hors Normandie d'ailleurs. Xavier a pu aussi visiter d'autres régions à ce moment-là. Donc, en mettant en scène ou pas les erreurs, parce que parfois l'erreur souhaitée était déjà présente dans les pièces photographiées. Et nous avons reconstitué un établissement fictif. Ensuite, l'outil interactif a été élaboré sous Geniali, puis relu par des professionnels de différents établissements, notamment les équipes du pôle santé mentale de Ramsey Santé avec Camille Guillain et son équipe de la clinique d'Yvelines, Véronique Bly et son équipe de la clinique Belle Allée, et en Normandie, Laure Salès et son équipe du centre hospitalier de Saint-Lô et de Coutances. Donc, Xavier a également eu l'opportunité de présenter notre outil au ministère dans le cadre des travaux sur la feuille de route nationale 2023-2025. Et donc, le ministère a sollicité une diffusion nationale qui a été acceptée par l'ARS Normandie, qui était le financeur de ce projet. Ce nouvel outil, on l'a intitulé Un œil averti peut sauver une vie et vous pouvez le tester en direct via le QR code si vous le souhaitez, même si une utilisation sur ordinateur ou tablette est préconisée pour une meilleure lisibilité. Donc vous pourriez y accéder via le lien qui vous sera mis à disposition par la suite. Il permet donc aux utilisateurs de tester leurs connaissances en matière d'évaluation du risque environnemental, pouvant faciliter les actes suicidaires et d'éveiller leur vigilance. Il a essentiellement pour but de faire prendre conscience du risque généré par certains objets ou certaines configurations, d'affûter le regard sur des éléments à sécuriser et la surveillance à apporter selon le niveau de risque de passage à l'acte évalué chez un usager. L'outil n'a pas vocation à inquiéter ou alarmer les professionnels quant à la quantité d'éléments à sécuriser, parce qu'en effet, en fonction de l'état des lieux que l'on aura réalisé et du risque suicidaire évalué chez un usager, c'est principalement le niveau de surveillance ou de vigilance qui doit être adapté au-delà d'un réaménagement total des lieux. Donc, l'outil débute avec quelques chiffres pour rappeler l'importance de travailler sur le sujet, chiffres que vous connaissez maintenant par cœur avec les premières présentations de la semaine. Ensuite, il est temps de débuter la visite de cet établissement fictif en débutant par une vue extérieure. À noter un disclaimer, les photos des pages suivantes sont des mises en scène réalisées dans le cadre de la production de cet outil et ne sont pas représentatives des pratiques réelles de l'établissement qui nous a accueillis dans sa prise en charge des patients et particulièrement ceux évalués comme présentant un risque suicidaire. Vous voyez ici que le nombre d'éléments à retrouver, erreur ou bonne pratique, est signalé en haut à gauche par une icône main. Et ici, elle est grisée parce que l'erreur a déjà été cliquée, sinon on l'aurait vue en vert. Et donc, on peut ensuite avancer avec la flèche à droite. Idem sur cette deuxième vue qui permet d'entrer dans le bâtiment. La flèche grisée elle permet de revenir à la vue précédente et la flèche verte d'aller vers l'étape suivante. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une erreur à trouver, donc en vert avec cette icône main, et on peut imaginer que l'on aura trouvé quelque chose à dire sur les outils laissés à disposition dans le couloir. L'icône en poule ici donne une information que je vous laisserai découvrir, car le but n'est pas de tout dévoiler maintenant. Et vous pouvez entrer dans différentes pièces. Encore une fois, on joue sur les couleurs vert ou grisé pour aider l'utilisateur à repérer les zones qu'il a déjà visitées. Voyons maintenant les chambres qui auront différents angles de vue. La loupe permet de se rapprocher d'une zone, par exemple ici le chevet. Et dans cette pièce, vous pouvez assez facilement identifier une première erreur qui est le foulard laissé sur la chaise. Et donc, quand on clique sur ce foulard, on obtient un court débriefing sur le risque associé, ici le risque de strangulation. Vous aurez également une seconde chambre à visiter. Vous pouvez notamment imaginer que l'on avait des choses à dire sur le câble de la télévision ici.
Vous aurez l'occasion de visiter la salle de douche d'une des chambres et de répondre à des questions comme ici, où on vous demande de sélectionner les 6 objets qui devraient être retirés de la trousse de toilette en priorité pour un usager identifié à risque. Donc, on a introduit le plus possible des interactivités comme ça, où on invite les personnes aussi à s'interroger avec des quiz, voilà, des cases à cocher comme ça. D'autres zones seront à visiter, par exemple le couloir, une salle commune. Et ici, on retrouve la loupe qui nous permettra d'approcher du chariot pour aussi avoir une petite activité à réaliser. Et l'ampoule avec son message associé, où ici, on nous dit que le moment du ménage dans les chambres est souvent l'occasion de débarrasser des plateaux de petit déjeuner, par exemple, qui peuvent alors rester accessibles sur le chariot dans le couloir. En présence d'usagers identifiés à risque, cette pratique, elle doit être évitée pour ne pas laisser à leur disposition des couverts ou autres ustensiles pouvant être brisés et devenir coupants. Voilà, c'était un exemple de message qu'on peut diffuser. Donc, comme je vous le disais, chaque situation à risque est accompagnée d'un court débriefing et la visite se termine par une page de conclusion qui permet de retrouver la liste complète des erreurs et bonnes pratiques à identifier, des conseils et des liens vers différentes ressources. Et vous avez également sur cette page un test sur des idées reçues qui avait été utilisé par Hélène Houssin-Poussier, donc membre du groupe de travail et qui est aussi ambassadrice Calva, notamment sur la thématique prévention du suicide. Elle avait utilisé cet atelier pour un temps de sensibilisation au sein de son établissement. Et donc ici, lorsque vous cliquez sur la réponse, vous aurez encore une fois un court débriefing. Et c'est une excellente façon donc voilà, de débuter un temps d'échange. Nous, on l'a testé 2 fois, une fois lors de notre journée régionale et lors d'un webinaire. Et malgré ce qu'on pourrait penser, les réponses sont loin d'être tranchées. Donc vous pouvez vous réapproprier cette activité si vous le souhaitez. Cette page qui vient clôturer la recherche des erreurs permet une utilisation de l'outil en autonomie par les professionnels, même si la présence d'un animateur pour les guider et recueillir leurs ressentis à chaud doit être privilégiée. La mise à disposition de cet outil auprès des professionnels doit être accompagnée car on imagine que cela va soulever des interrogations sur les pratiques actuelles et il faut être prêt à prendre des décisions et à agir. Donc, l'outil est accessible en ligne, ouvert à tous sans frais d'inscription, sans inscription ou frais d'utilisation. Et nous vous remercions le ministère pour l'intérêt porté à l'outil qui en a permis la diffusion au niveau national. Et nous espérons que nous aurons pu contribuer à notre niveau aux avancées vers la sécurisation des environnements de soins. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci infiniment, Léna, pour cette présentation très claire. J'espère qu'effectivement, ça vous donnera envie d'aller voir le dispositif. Voilà, c'est très ludique. Il vous faut à peu près une vingtaine de minutes pour faire à peu près le tour quand vous êtes tout seul. Sinon, effectivement, voilà, ça peut être donc un atelier d'une à 2 heures en collectif. Et donc, c'est un très bon moyen d'amener la prévention du suicide. Et vous voyez que l'établissement est suffisamment œcuménique pour que ça puisse être utilisé aussi bien dans un établissement sanitaire que médico-social. Véronique, je ne sais pas si on a des questions ou des remarques, j'imagine. Alors, il y a quelques questions effectivement, donc on revient un petit peu en arrière. Donc, une première question qui nous demande si les poignées de soutien dans la douche ne sont pas dangereuses en matière justement de strangulation. Ah, bah, ça dépend, en fait, ça va dépendre de la poignée, de la longueur, hein, de la D'accord. poignée. C'est effectivement, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder. Alors justement, il y a aussi des normes. Il faut regarder les longueurs. Mais effectivement, c'est des points d'attache qui sont solides, qui sont nécessaires. Après, il y a des poignées de douche qui sont justement où on peut pas s'accrocher, on peut pas passer une tête, on peut rien faire. Voilà, il y a des choses qui sont très bien faites. Là, vraiment, je vous engage à aller regarder ce que propose comme outil, déjà comme guide, le guide des hôpitaux des vétérans américains. Et puis, bah, j'espère, comme le disait Caroline Vizet tout à l'heure, que nous, la suite, bah, ça sera de travailler à des propositions de solutions. Parce que l'idée, c'est vraiment que voilà, qui est mis en ligne depuis la semaine dernière, il sert vraiment
à alimenter ensuite derrière des retours d'expérience et qu'il y ait une espèce de foire à la bonne réponse. Parce qu'il y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une manière de faire, mais il y a plusieurs manières et il y a des manières qui sont, voilà, des choses qui, encore une fois, ne coûtent pas forcément cher. Alors, dans le cadre d'une visite à domicile, est-ce qu'on peut faire un inventaire? Ah, pourquoi pas? J'aurais tendance à dire oui, pourquoi pas, au contraire. On peut faire de la même manière, hein. Après, là, nous, on a une obligation de sécurité, on a une obligation de moyens dans un établissement de santé, mais en même temps, à domicile, notamment sur l'hospitalisation à domicile, mais ou de la visite sociale à domicile, pourquoi pas. Après, voilà, ça va être la difficulté va être d'organiser des travaux s'il y a des travaux à organiser. Mais oui, bien sûr. Je pense notamment aux appartements thérapeutiques. Là, pour le coup, ça nécessiterait une réflexion. Ouais. Alors, dans le cas où une personne dispose d'une chambre individuelle, l'inventaire peut-il être fait dans un cadre réglementaire? Ah, Peut-on faire exister l'inventaire dans le règlement intérieur? Alors, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, hein. oui, Dans une ouais. situation exceptionnelle sur observation des professionnels. Oui, l'inventaire, oui, il faut qu'il participe. En fait, vous avez le droit de faire un inventaire, et l'idéal, c'est de le mettre, de préciser qu'il y a cet inventaire qui existe dans le règlement intérieur. Alors en fait d'ailleurs, qui s'appelle d'ailleurs, normalement, qui devrait s'appeler le contrat de vie hospitalière, puisque le règlement intérieur, ça concerne stricto sensu les salariés, hein, en fait, hein, d'un établissement. Mais bon, on va de façon globale, ce qu'on appelle le règlement intérieur, donc effectivement, on va y mettre, on va y faire apparaître le fait qu'on peut faire des inventaires à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir les faire n'importe comment à tout moment. Ça veut dire quand même qu'il va falloir préciser un peu quand même les situations dans lesquelles on va faire des inventaires. Et à la question qui avait été posée à l'envers Jassonta, aussi, c'est que si jamais un patient refuse, l'idée c'est de le faire quand même avec l'autorisation du patient. Si un patient le refuse, si vous estimez que la situation est suffisamment dangereuse ou potentiellement dangereuse pour le patient ou pour d'autres patients ou des résidents, dans ce cas-là, vous pouvez procéder à un inventaire sans son autorisation. Parce que justement, le directeur a ce pouvoir de police administrative. Encore une fois, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit justifié. C'est toujours pareil. Adapté, hein, adapté à la situation et proportionné. Est-ce qu'il existe des financements possibles pour l'aménagement ou la sécurisation des lieux? Je laisserai plutôt Caroline, répondre, mais je connais déjà la réponse, mais je vais laisser Caroline répondre. Alors, est-ce qu'elle est encore parmi nous, Caroline? J'ai un doute là. Je crois qu'elle a eu un problème de connexion. Je ne la vois plus connectée. Ah oui. Alors, je peux répondre et puis on lui proposera, par exemple, peut-être de faire une réponse plus avenant après. Mais effectivement, non, il n'y a pas de financement particulier. Alors après, il existe des financements dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, mais il n'y aura pas de financement assorti à l'auto-évaluation. Le principe est que la sécurisation des établissements est en fait une partie inhérente aux établissements et au fonctionnement des établissements. Et donc, il n'y a pas de financement associé à ces aménagements, sauf particulier dans le cas de rénovation d'établissements ou voilà, des choses comme ça. Mais il n'y aura pas de financement particulier. C'était la réponse, en tout cas, faite à différentes ARS qui avaient posé la question aussi, et aux fédérations hospitalières, me semble-t-il. Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi, effectivement. Alors, pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que ce qu'on vient d'évoquer suscite d'autres questions parmi notre assistance? J'ai l'impression que tout a été très clair.
j'espère. Ils sont Essayer. tous déjà partis voir les grilles, Voir les que grilles et j'ai mis les l'outil. liens, Ouais. voir l'outil Canva, parce que j'ai mis les liens dans le chat, effectivement, pour que vous puissiez y accéder. Puis vous les aurez, bien entendu, en ressources sur le site du CK. Vous les aurez sur les diapos qui vont être mises à votre disposition. Euh, donc, ils sont tous précipités pour aller regarder, hein. Oui, sûrement. Un point important, il y a deux points importants, hein, c'est que c'est un outil d'auto-évaluation. C'est un outil qui permet de pouvoir identifier des risques en interne et de pouvoir proposer ensuite prioriser des actions. C'est pas un outil opposable. Même si peut-être qu'un jour, ça deviendra un outil opposable parce que ça sera mis dans des recommandations nationales. C'est pas le cas là, et ce n'était pas voulu du tout pour être ça. Et c'est d'ailleurs un message qui avait été passé auprès des autorités de tutelle, parce que c'est pas, voilà, ça ne se veut pas être un outil opposable. On veut déjà amener, c'est plutôt vraiment un outil de développement d'une culture de sécurité, hein, dans un établissement. Et on en voulait pour preuve que l'outil, et ça a été une vraie discussion qu'on a eue au sein du groupe de travail, c'est que les données ne sont pas consolidées ni au niveau national ni au niveau régional. Les données sont consolidées au niveau de l'établissement. Chaque établissement fait sa cartographie et est propriétaire de ses cartographies. Ça, c'était un point qui était important. Après, l'idée, c'est de le construire aussi progressivement, au fur et à mesure aussi voilà, des visites. On n'est pas obligé de faire toute la cartographie en une fois. L'idéal, c'est de le faire en une fois, hein, quand même, parce que ça vous permet de pouvoir prioriser ensuite tous vos travaux, et pas forcément que des travaux, hein. Quelquefois, c'est juste un aménagement, c'est juste changer de choses. C'est pas, il y a pas, c'est aussi vous conforter sur l'idée que voilà, vous avez des chambres qui sont sécurisées et d'autres qui le sont moins. Donc, l'idée vraiment, c'est de le faire plutôt en une fois, mais vous avez vu que on peut le faire, on peut le faire par petits bouts. Il n'y a pas besoin de le faire, ça ne vous oblige pas à le faire en une fois. Vous pouvez le faire par petits bouts, en fonction aussi de vos moyens aussi, hein, bien évidemment, ou à l'occasion de travaux. Une fois que vous avez fait les travaux, est-ce que c'est toujours aussi sécurisé? Est-ce que vous avez réaménagé un espace? Est-ce que c'est toujours aussi sécurisé? Pour permettre vraiment de le réutiliser sans arrêt. Ah, j'ai vu qu'il y avait effectivement une question qui était apparue. Pour les résidences sans risque suicidaire identifiées au préalable, les limes à ongles à miroir et rasoir doivent-ils être retirés? C'est une bonne question. Pas forcément, c'est un calcul de risque, encore une fois. Le risque, c'est une probabilité d'occurrence d'une situation dangereuse. Euh, un patient qui est pas du tout un résident, notamment, parce que c'est un lieu de vie aussi, hein, l'EHPAD, donc c'est vrai que c'est un point important, hein, on doit quand même faire, il est chez lui, mais comme d'ailleurs dans une chambre d'un patient, hein, d'ailleurs, mais encore plus pour un résident, et donc il a le droit d'avoir une lime à ongles, un miroir ou un rasoir. Après, attention, point de vigilance, si vous avez d'autres résidents qui sont, eux, avec un risque parfaitement identifié, qui sont des résidents déambuleurs et si l'accès à ces limes à ongles, miroirs, rasoirs est facilité parce que, par exemple, les portes ferment pas bien ou ferment pas, là, il y a effectivement potentiellement un risque. Voilà, c'est toujours à le mettre en perspective au regard de la population globale que vous accueillez. Mais le point qui moi, m'inquiète le plus, ce sont les cordons de téléphone. Les cordons de téléphone, hein, qui font maintenant, en plus, pour être pratique, on les fait, qui font entre 1,50 m et 2 mètres, qui sont solides parce qu'on en a marre d'avoir le cordon de téléphone acheté sur Shine ou Alibaba, et donc qui coûte pas grand-chose, mais qui casse, et donc on finit par acheter un cordon renforcé. Ce cordon renforcé, c'est un outil létal potentiel. Donc là, mais en même temps,
On ne peut pas interdire les téléphones portables, il ne faut surtout pas interdire les téléphones portables, il faut maintenir un lien aussi social. Et donc là, peut y avoir une réflexion, établissement par établissement, mais sur les cordons de téléphone, parce que la solution de faire recharger le téléphone dans le poste de soins et donc sous la surveillance des infirmières, d'abord, on a des arbres de Noël dans les postes de soins, donc en termes de sécurité électrique et incendie, c'est pas terrible. Et puis, je ne suis pas certain que les infirmières et les aides-soignantes sont les personnes les plus indiquées pour s'occuper des téléphones. Je pense qu'elles ont d'autres tâches bien plus utiles à faire. Donc dans ce cas-là, comment on fait? Ben, il y a aussi des petits dispositifs, des tout petits cordons, et peut-être qu'il faut avoir une réflexion. Je vous donne voilà une réflexion que nous on a actuellement dans le groupe Ramsès, c'est d'offrir à chaque patient qui rentre un petit cordon, un petit adaptateur qui fait 10 cm et d'interdire les grands cordons qui permettent de pouvoir voilà, réduire le risque suicidaire. Commencer d'abord par la santé mentale, on verra par la suite. Voilà, le fait les acheter en masse, ça coûte pas cher. C'est vrai que c'est pas très solide, mais voilà, ça peut être un moyen voilà, c'est le temps de l'hospitalisation, se dire il y a un risque. Après, chacun doit avoir une réflexion et une réflexion globale. Se dire, OK, ce patient-là n'est pas à risque, mais comme le disait Marine Vincenti lundi, attention, faut pas raisonner en patient à risque ou pas patient à risque. Se dire que potentiellement, ils sont tous à risque. Donc, à un moment, eh ben, il faut trouver le juste milieu. Et tout ça en conciliant avec un lieu de vie. C'est vrai que dans un EHPAD, les risques sont moindres parce qu'effectivement, le risque suicidaire, il existe, mais il est moindre qu'effectivement dans un service de santé mentale ou dans un service qui accueille des patients en oncologie ou des pathologies chroniques avec des lourds pronostics. Toujours, c'est toujours une idée d'équilibre. Ouais. Néanmoins, c'est vrai qu'il existe dans les EHPAD, on a malheureusement des cas d'événements indésirables graves associés aux soins sur lesquels on a été sollicité pour accompagner l'analyse. Et d'ailleurs, pour en faire le lien, on a une nouvelle question qui est apparue, c'est justement dans un EHPAD où on a un résident qui présente un risque suicidaire. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les sonnettes? Ah oui. Bah, si on a un fort risque suicidaire, on peut effectivement supprimer la sonnette, mais il faut pouvoir avoir la capacité de répondre. Ensuite, il y a des sonnettes qui tiennent pas, il y a des sonnettes qui ont pas, qui tiennent pas le poids d'un homme, et donc du coup qui peuvent pas servir en fait, c'est à suspendre et donc à la pendaison. Il y a des sonnettes aussi qui se décrochent si on tire dessus fort. Voilà, il existe comme ça des solutions. L'idée aussi hein, de l'outil, c'est que vraiment on voulait faire prendre conscience de tous ces risques et après on cherche des solutions. Il en existe pas mal en fait. On a été nous très étonnés hein, de voir que il y avait beaucoup plus de solutions qu'on ne pensait et qui coûtaient pas plus cher que les autres d'ailleurs. Donc c'est pareil, hein, c'est un outil qui servira bien évidemment aussi à des architectes ou à des conducteurs de Ouais. travaux, parce que voilà, on veut faire des grandes belles choses, des grandes Mhm. loggias, on fait des choses très belles, mais quelquefois qui peuvent être un peu dangereuses. Donc C'est voilà, vrai. ça ne veut pas dire tout supprimer, mais en être parfaitement conscient. Trouver peut-être Mhm. des compromis. Alors, j'ai une de nos collègues, Martine Bernard, qui nous précise que on parlait tout à l'heure d'où faire figurer la possibilité de ces inventaires, et elle nous explique qu'en ESMS, il faut le faire figurer dans le règlement de fonctionnement. Voilà. Voilà, Mm. ça, on a les bons documents. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression que non. Effectivement, je vois pas d'autres questions apparaître. Bon, si c'est pas le cas, on va clôturer cette séance. Oui. Et puis, bah, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, hein, officiellement, hein, c'est la journée de prévention du suicide en France, la journée nationale. Donc, bah, écoutez, profitons-en pour sensibiliser encore plus et être encore plus vigilants aujourd'hui. Mais les autres jours aussi, ça serait bien. C'est Et sûr. puis, ben, nous, on se retrouve demain.
Véronique. Bien, avec On se plaisir. retrouve pour une dernière partie qui sera comment on accompagne après un acte suicidaire, comment on accompagne les soignants, comment on accompagne les patients. On verra qu'effectivement, on peut mettre en place des plans de prévention aussi avec les patients et les résidents. Ça, c'est intéressant, de le rendre acteur de sa sécurité. Ça, c'est intéressant. Et donc, effectivement, on a cité d'ailleurs la clinique d'Yvelines. C'est justement la directrice de la clinique d'Yvelines qui viendra nous en parler avec 2 soignants qui expliqueront comment ils ont fait et comment ça redonne du sens aussi aux soins. Ça, c'est intéressant. Eh ben, écoutez, on en parlera tout ça. Demain, on aura 31-14 et le Oui, Vigilance qui viendront nous parler aussi de la prévention et de la postvention. postvention. Ouais. Exactement. Parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci encore Xavier et Léna. Et puis Caroline Bizet qui nous a quittés. Mais merci à tous pour vos interventions encore très riches et précieuses aujourd'hui. Et on vous souhaite un bon après-midi et rendez-vous à demain. À Au revoir. demain.